Bienvenue dans Chasse Passion. Maître d'équipage, Philippe Véraud chasse le lièvre à courre et à pied depuis plus de 20 ans. Il est invité chez son ami Béraud de Vaugué, avec qui il couple aujourd'hui sa meute. Non loin de la ville de Gien, dominée par le château qui abrite le musée de la chasse, nous avons le privilège de partager une journée avec Philippe Véraud. Homme de théâtre, de télévision et de cinéma, il est aussi homme de lettres. Et nous a conté sa passion pour la chasse et plus particulièrement pour la vénerie. Il est l'auteur du recueil de nouvelles « Cruelle beauté », paru aux éditions du Gerfaut. Ces histoires sont un témoignage de gratitude aux arbres, aux animaux sauvages et à tous les chiens qui chassent par amour et par passion. La chasse, la vénerie, est le fil conducteur des 10 nouvelles. Elles ont toutes la saveur de nos terroirs. Elles sont un hymne à la vie sauvage. Les portraits d'animaux, de chiens de meute, d'hommes et de femmes de la chasse et de la forêt traduisent avec force et sincérité la passion de l'auteur pour ses héros et leur environnement. Jamais il ne se lasse devant l'œuvre de la nature, devant sa puissance admise, devant la fragilité extrême. Elle n'est pas enjolivée, idéalisée ni artificielle. Au contraire, la nature apparaît telle qu'elle est, impitoyable et authentique. Écoutez ces récits, foulez ces sous-bois, observez ces animaux fugitifs, approchez ces forestiers et ces veneurs. Soyez attentifs et humbles. Alors cet univers fabuleux vous livrera peut-être quelques-uns de ses secrets. Vous saurez pourquoi la nature est si belle, si cruelle. On tend tous nos efforts pour redevenir un prédateur. C'est-à-dire qu'on a en soi des instincts. Nous sommes un mammifère supérieur, mais on a des instincts. Et la chasse, il faut retrouver ces instincts. Mais comme nous sommes un mammifère supérieur, que la création nous a mis à la tête de la vie animale, et quelquefois, je me suis trouvé confronté entre cet instinct, c'est-à-dire le goût de la poursuite, le goût et la volonté du prédateur, et en même temps, lorsque la mort arrive, que l'animal est pris par les chiens, il y a une espèce d'immense vide, si vous voulez. Parce qu'un animal vous livre toute sa connaissance, il vous livre tout ce qu'il connaît, il vous fait entrer dans les ruisseaux, dans les buissons, il vous montre les chemins, il vous montre comment il utilise son terrain. Donc vous avez un facteur de plus que le contemplatif, qui voit l'animal passer. Il nous livre sa vie par la façon dont il se défend, dont il la défend sa vie. Donc cette espèce de symbiose, si vous voulez, qui se fait avec lui, cette espèce de connaissance qu'il nous donne de sa vie et de son parcours, c'est bien connu, plus on rencontre quelqu'un, plus on le connaît, plus on l'apprécie, plus on l'aime et moins on peut le chasser. Et donc quand on a fait une très belle chasse et que l'animal s'est défendu, a rusé, qu'on s'est battu contre lui avec toute notre énergie physique et mentale, et qu'au bout il est pris par les chiens, jusque-là, on était un chien. On était au service des chiens d'abord, mais on était un chien. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de musique intérieure entre les chiens et nous. Et c'est tout ce qu'on aime, les veneurs de lièvre, c'est tout ce qu'on aime. C'est cette espèce de transmission mystérieuse qu'il y a entre les chiens qu'on a élevés, qu'on connaît, la confiance qu'ils nous témoignent, et c'est vrai que là, on devient prédateur. Mais après je ne réglerai jamais, ce problème. Il y a une dualité terrible, et il y a un vide, et la mort est quelque chose de redoutable. Et vous savez, j'ai eu la chance de travailler et de rencontrer 3 grands écrivains. J'étais ami de Genevoix, un petit peu de Vincenot, et maintenant de Pierre Moineau, qui a fait la préface de ce livre que j'ai commis d'écrire, qui s'appelle Cruelle beauté. Et tous les 3 m'ont dit la même chose. Ils ont tous les 3 été des admirateurs et des chasseurs ou des veneurs. Mais à un moment de leur vie,
sans doute quand on vieillit, qu'on a atteint une sérénité, une expérience, que l'enthousiasme s'émiette un petit peu. Ils m'ont tous dit la même chose au même moment. Ils m'ont dit on baisse la croix de la carabine quand on a un grand brocard dedans et on claque dans les mains parce qu'on est content de l'avoir vu, mais on ne veut pas le voir par terre. Et donc moi je l'ai ressenti un petit peu plus tôt qu'eux. Ça ne m'empêche pas de chasser à queue et de prendre des animaux parce que sinon il ne faut pas chasser. Mais j'ai une immense, et tout ce qui m'intéresserait, j'ai un immense respect pour la nature. Et je crois que là-haut, je ne sais pas ce qu'il y a, mais je crois que l'âme des bêtes jugera, n'est-ce pas? Et en tous les cas, d'abord j'essaie de les connaître, on les aime forcément, j'essaie de les respecter. Voilà, je suis un prédateur avec une morale qui s'inscrit, et c'est peut-être pas un prédateur justement, parce qu'un prédateur n'a pas d'état d'âme, puisqu'il prend pour se nourrir. Moi, c'est pas mon cas. Et ce rôle de l'homme, n'est-ce pas, c'est un rôle de réflexion, c'est la fonction de l'homme qui me place dans cette situation. Voilà. Vous êtes un homme passionné, vous avez voulu faire passer cette passion dans des mots, dans du verbe. Mais bien sûr, si j'ai commis cette prétention, c'est que, d'abord, tout à fait modestement, mais en me souvenant de cette phrase de Rilke qui disait l'écriture est un besoin, l'écriture est une nécessité. Donc je ne me suis pas dit je dois écrire. J'avais envie d'écrire. Mais le pas est difficile à sauter lorsqu'on n'a pas une carrière d'écrivain et lorsqu'on se trouve devant la page blanche, tout le monde sait l'inquiétude qu'elle représente. Mais sans doute la passion. J'ai voulu laisser des témoignages, si vous voulez, sur, non pas ma vie n'a aucune importance, mais laisser un témoignage sur ce que j'ai reçu de la vie et sur ce qu'elle m'a inspiré. Par sa beauté, par sa violence aussi, par tout le conflit que je viens de vous exprimer. Et j'ai voulu en témoigner. Je me suis dit que ceux qui m'aimaient bien, ou ma famille, mes enfants, mes descendants, puis aussi quelques autres, je voulais leur donner ces quelques lumières-là, les faire partager, même s'ils les avaient en eux, un petit peu les révéler. Voilà pourquoi j'ai écrit, mais certainement poussé, pour répondre à votre question vraiment bien, poussé par la passion. C'est l'expression de la passion, certainement. Moi, je suis moi-même la 6e génération. Mon ancêtre a racheté cette propriété au Richmond, descendant d'histoire d'Écosse, par la main gauche, c'est-à-dire par Louise de Kerwal, qui était la maîtresse de Charles II. Et mon ancêtre, donc Léonce de Vogüé, avait déjà des propriétés dans les alentours. Il avait entre autres une partie de la forêt d'Ivoire. Et c'est un peu au hasard d'un galop de cheval, si je puis dire, qu'il a découvert la verrerie. Et il s'est renseigné, il a appris que c'était à vendre. Et il a donc acheté. Et c'est devenu une maison familiale, je dirais même plus, c'est devenu presque le berceau de la maison familiale. Après que son petit-fils, qui s'appelait Louis de Vogüé, qui avait épousé Louise d'Arambert, la princesse d'Arambert, ont décidé d'en faire une véritable résidence. Et ils ont doublé pratiquement la taille du château à ce moment-là. Après l'avoir restauré, toute la partie de la galerie et la partie qui est devant vous existait, et ils ont ajouté toute la partie où on voit les silex, les pierres apparentes, pour en faire une maison confortable. Et ils avaient des projets ambitieux, ils pensaient qu'ils allaient avoir beaucoup d'enfants, ce qu'ils eurent, puisqu'ils eurent 8 enfants, et qu'ils ont donc une famille nombreuse et très heureuse. Et ça a été pendant très longtemps le point de rassemblement de la famille. Maintenant, la vocation est un peu différente, les temps ont changé bien sûr. Nous sommes obligés mais c'est avec plaisir d'en faire, toujours en gardant cette maison comme une maison de famille, de lui donner une vocation plus commerciale, puisque nous sommes à la fois ouverts à la visite. Nous avons 12 chambres d'hôtes et nous avons un restaurant où j'espère que vous viendrez tout à l'heure, un petit restaurant qui est dans le parc du château. Alors nous sommes ici sur le domaine du château de la Verrerie, sur la route Jacques-Cœur. Comme vous avez pu l'apercevoir en venant, c'est un pays magnifique, un pays de bocage, de plaine, de forêt. C'est vraiment le cœur de la France. Voilà, tourne.
Vous êtes maître d'équipage aujourd'hui? Je suis maître d'équipage, nous chassons... Bouge pas, Pépère, bouge pas. Pause. Pause. Oui, je suis maître d'équipage et on chasse ensemble. Aujourd'hui, on chasse en meute couplée. C'est-à-dire qu'on découple avec l'équipage de M. Béraud de Vaugué, qui s'appelle le bouquin Berrichon. Et on met chacun une dizaine, 10-12 chiens. Voilà, et donc on va essayer d'abord de trouver un lièvre, puis ensuite de le chasser. On va beaucoup dans les forêts pour les cultures étant à cette époque assez avancées, en particulier le colza. Il est évident qu'on doit respecter le travail des agriculteurs et respecter la terre. Donc essayer de passer le moins possible dans les parcelles cultivées. C'est pour ça qu'on va essayer d'aller plus tôt et de rester, si l'animal le veut bien, rester en grande forêt. Un cheval de chasse, on lui demande un petit peu tout. On lui demande d'être... d'abord d'être docile, de pouvoir passer partout, d'être attentif, d'être vite et d'aimer la chasse, parce que ça paraît curieux, mais les chevaux aiment la chasse. Alors il faut qu'il ait toutes ses qualités, qualités de vitesse, d'habileté, parce que en principe, on passe beaucoup à travers forêt. Il faut qu'il ait un pied sûr, il faut qu'il, bien entendu, qu'il respecte les chiens. Mais la vénerie du lièvre, c'est quand même... Pour moi, ça a été essentiellement à pied. D'abord, il y a une proximité avec les chiens, il y a un contact avec la terre différent de celui qu'on peut avoir à cheval. Mais encore une fois, la taille des chiens ayant augmenté, l'âge s'étant avancé, tous ces paramètres font que de temps en temps, on est à cheval. Mais s'il faut s'en aller en plaine à pied, ben, on s'en va encore en suivant les chiens. C'est une vénerie, la chasse du lièvre, c'est une vénerie de proximité, avec tout. Proximité, avec... il faut bien voir ce que font les chiens, pour savoir où ils sont en difficulté, pour... c'est une belle vénerie où on est au contact avec le travail des chiens. Alors, nos chiens sont des anglo-français de petite vénerie. Je dois dire qu'ils ne sont pas, je ne peux pas dire qu'ils soient vraiment des modèles par rapport aux standards, bien que nous ayons été au départ de la création de cette race, avec d'autres d'ailleurs, avec Philippe Véraud et avec Olivier Labouillerie. Mais donc voilà, moi j'ai toujours sélectionné sur les anglo-français de petite vénerie blanc et orange. En essayant de garder cette robe blanc et orange. Au départ, j'ai eu des chiens de porcelaine et des billes qui m'ont été donnés par M. Varenne. Et puis nous avons vite croisé avec des chiens d'origine Guyot, de Madame Sicard. Et donc c'est un mélange un peu maison, si je puis dire. Donc on ne peut pas dire qu'on a le modèle du standard, mais on a, je pense, les qualités que moi, en tout cas, qui me plaisent au lièvre. C'est-à-dire avant tout des chiens souples. Pour moi, c'est la principale qualité. Bien sûr, la finesse de nez est importante et on essaie de sélectionner sur la finesse de nez, mais je veux des chiens souples. Il faut des chiens faciles à créancer, il faut des chiens intelligents, parce qu'il faut des chiens un peu malins au lièvre, et souples parce qu'il faut pouvoir répondre rapidement à toutes les situations. Que ce soit, comme vous avez vu aujourd'hui, la quantité de chevreuils qui ont bougé dans les chiens, que ce soit aux abords d'une route, que ce soit pour faire venir les chiens plus vite dans une... si on pense pouvoir les aider, ou si on veut les arrêter. Bref, voilà. Voilà ce que nous essayons de développer, la finesse de nez bien sûr, la souplesse et puis la persévérance. Ah, la qualité d'un chien de lièvre, il faut surtout qu'il soit fin de nez. Voilà, mais les qualités essentielles d'un chien de chasse, d'un chien courant sont les mêmes pour tous, c'est-à-dire vitesse, finesse de nez et sérieux, sagesse. Voilà, application, mais surtout finesse de nez. Surtout finesse de nez. Nez, hop, 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 hop. Et venez. Allez, venez. Hop. Venez, venez, hop, hop. Bizarre, viens. Allez, venez.
Alors ici, il y a une très grosse, comme presque partout en France maintenant, il y a une très grosse population de chevreuils. Une population de cervidés qui est en grosse progression. Et quelques cochons, mais nous ne sommes pas une région de sangliers à proprement parler comme la Sologne. Nous chassons à tir le petit gibier, et nous ne chassons pas le lièvre à tir, bien sûr, mais nous chassons à court également. Nous invitons d'autres équipages à chasser le chevreuil et le cerf, et quelquefois le cochon à court aussi. La propriété fait 1700 hectares, et le biotope est... il y a donc 850 hectares, un peu plus, de forêt, qui est essentiellement du taillis au futé et de la futaie, avec quelques plantations de résineux qui ont 30 ans d'âge. Et le reste est de la plaine, avec quelques bocteaux, et sur un terrain d'argile à silex. Un terrain assez froid, assez dur, avec des cultures, essentiellement des cultures et quelques prés. Ah, ça, je m'en méfie. Dans le creux, dans le creux. J'ai vu un truc noir, mais dans le blé. C'est loin. On avait 5 chevreuils. Oh non, c'est pas. Non, non, c'est pas. Ouais, ils prennent les routes tracteurs, les gars. Oui, je sais, on n'y va pas. C'est Hermès. Elle est venue. Viens, attention au chien là, alors. Il passe, on le relance dans le blé quand il descend vers la route jaune, il allonge, il prend les raies de tracteur et il se cale dans le blé. Et Béatrice, elle croit voir reculer, remonter en forêt quelque chose. Puis je voyais quelques chiens intéressés. Je descends de cheval, j'enveloppe par la droite, direction ferme de l'étang. Et puis effectivement, les chiens étaient intéressés, crient. Il y a ton bon chien Tata qui crie. Et à ce moment-là, Torio, on voit un lièvre qui se remet debout dans le blé et qui prend une raie de tracteur. Alors on se concerte, on se dit c'est le bon, c'est pour le bon. Puis comme les chiens avaient quand même une voix, ils venaient par une voie, c'était logique, hein, on avait enveloppé toute la droite, on n'avait vraiment rien. On a dit allez, on en mange ça. Il saute, il descend dans le petit creux, la petite taille qui borde la ferme de l'étang, il saute le petit goudron de la verrerie ferme de l'étang, il rentre dans les colzas d'en face, et puis il ressort et il rentre en forêt, il traverse tous les colzas. Au château d'eau, exact. Il prend le goudron, deux, trois de tes chiens. Oui, 2-3 de tes chiens l'emmangent sur le goudron très très bien. Puis à un moment... Éventail, galette. Ouais, tous les chiens se rabattent. Et puis alors là, je vais te dire, plein, vent du bas, on ne les lâche pas. Pour moi, il était à 300 mètres d'eux. On ne les lâche pas, on se retrouve à un moment, il était passé par un endroit, moins par un autre. Puis à un moment, on dit, mince, on a perdu la tête, on n'entendait plus rien. Puis on sort, on regarde, on débouche sur le blé là, qui est au-dessus, puis je les vois tous rassemblés. Je dis, ils l'ont pris.
Je suis sûr qu'ils... Oui. Je suis sûr qu'ils l'ont pris. Puis je m'en vais dans le raid tracteur au galop pour... puis hop, j'arrive, les chiens l'avaient pillé et on ramasse le lièvre et... Voilà. À la lie. Bien, allez. Écoutez, alors, on va fouler comme ça. Hein. On va fouler d'abord le bord, là, où il y a une grosse densité de chevreuil. Et ensuite, on remontera comme ceci. Comme ceci. S'il n'y a rien, on traverse la route jaune et on va fouler de l'autre côté, dans l'autre sens. Et on traversera la route d'Auxerre. C'est un bon coin. Je ne sais même pas, on verra selon les chiens, mais peut-être qu'au bout de cette allée-là, je traverserai directement, selon ce que font les chiens. Bon, ben on va parce que souvent on attaque là-bas. Hein. Souvent c'est un bon coin. Le maître faire, monsieur. Alors même consigne pour les colvas, s'il vous plaît. Nous sommes à votre disposition. Nous laissons le maître faire, on vous aide comme on peut. Allez hop, allez, oh. Quand on est à la chasse, c'est une... Ce serait exagéré de dire que c'est une religion. Mais en tous les cas, c'est une ferveur très prenante. Alors on parle, si on a besoin de parler, pour parler aux chiens ou parler à ses compagnons de chasse, mais en général, on est concentré sur ce qu'on fait, on est attentif. La chasse à courre, c'est beaucoup la lecture du chien. Hein. Donc il faut, en plus, c'est un animal difficile à chasser, qui a un sentiment, si vous voulez, une voix, puisque la chasse à courre, c'est, en fin de compte, cette ligne imaginaire qui s'appelle la voix, qui est le passage, les effluves que laisse le lièvre sur son passage, et c'est cette ligne imaginaire qui relie l'animal au chien, qui s'appelle la voix, V-O-I-E, et c'est cette voix, la qualité de la rémanence de cette odeur, qui permet aux chiens de chasser. Alors vous imaginez quand les chiens se trouvent à croiser d'autres espèces animales, à faire des chemins, à voir des autos qui passent sur les chemins, quand les chiens continuent à emmener un lièvre dans ces conditions-là, vous imaginez la qualité de nez qu'il faut avoir. Donc, pour répondre à votre question, en général à la chasse, on s'occupe de l'animal, des chiens, de la nature, mais on n'a pas beaucoup le temps de parler. Italie. Allez, hop. Comme ça, ça monte, voilà, cette limite-là, ça monte à Égypte, là. Il est redescendu, le temps que je sois là-haut. C'est le comte qui chasse, nana. Ils ont vu le lièvre remonter là-bas. La curée, c'est une très vieille tradition. La curée, c'est d'abord la récompense pour les chiens, et ensuite c'est la récompense pour les hommes, puisque c'est une cérémonie qui marque une cérémonie de fête, et au cœur de laquelle, d'ailleurs, il y a tout un rituel que nous respectons, qui retrace les différentes étapes de la chasse, et pour terminer finalement par les honneurs que nous rendons à la fois à l'animal et aux personnes que l'on veut honorer. Il casse ses oreilles. Le dos arrive là. Hop, hop, hop. Votre prochain rendez-vous est une initiation à la chasse à l'arc avec Vincent Lalande. À bientôt dans Chasse Passion.